L'aube se lève sur un stand de tir civil isolé, quelque part sur la côte du Maine. La brume s'accroche aux cibles tandis que les tireurs commencent à arriver. Parmi eux, il y a une femme d'une trentaine d'années, sans aucun signe distinctif. Elle porte un jean délavé, une veste grise et une casquette tirée bas sur son visage. Rien en elle n'attire l'attention alors qu'elle marche calmement jusqu'à la ligne de tir la plus éloignée, portant une longue mallette qui pourrait contenir un appareil photo spécialisé ou du matériel de musique. Samuel Fletcher, l'officier de sécurité du stand, sirote son café dans la petite cabine vitrée. Ses 22 années dans la Navy, suivies d'une décennie à gérer ce stand, lui ont donné un œil exercé. Il classe habituellement les tireurs en un regard. Des chasseurs qui règlent leurs carabines, des compétiteurs avec leur équipement sur mesure, des amateurs du week-end qui jouent à la tactique, et parfois des policiers qui viennent s'entraîner discrètement. Cette femme, elle, ne correspond à aucune catégorie connue. Et toi, as-tu déjà été arrêtée comme une criminelle alors que tu te battais pour protéger ceux qui t'ont prise pour une menace? Avant qu'on entre dans cette histoire ensemble, dis-moi, depuis quelle ville m'écoutes-tu aujourd'hui? Et si tu avais été à sa place, aurais-tu gardé le silence ou révélé qui tu étais vraiment? Elle s'installe à la dernière ligne, assemble sa carabine avec des gestes précis et sûrs, comme quelqu'un qui a des années d'expérience. Ses premiers tirs frappent le centre des cibles avec une précision déconcertante. Sans même ajuster sa lunette, elle enchaîne ensuite sur des cibles de plus en plus lointaines, atteignant des distances que même les meilleurs tireurs jugeraient impossibles. Samuel remarque son souffle contrôlé. Inspiration sur 4 temps, maintien stable, expiration douce avant chaque tir. Le plus impressionnant est la façon dont elle ajuste pour le vent, sans le moindre instrument, comme si elle percevait des variations que même les chasseurs chevronnés ignoreraient. Un client nerveux s'approche de Samuel. Cette femme, au bout, quelque chose cloche. Elle touche des cibles impossibles avec ce matériel, et elle n'a pas de badge. 20 minutes plus tard, 2 policiers locaux arrivent, approchant prudemment, mains proches de leurs armes. « Madame, nous avons besoin de voir votre pièce d'identité et votre permis pour cette arme, » dit l'agent le plus expérimenté. La femme se tourne calmement, les mains bien visibles. « Il y a un problème, monsieur ? Pièce d'identité et permis, s'il vous plaît. » Son visage reste impassible lorsqu'elle répond. « Je ne les ai pas avec moi. » Une fouille rapide révèle qu'elle n'a ni portefeuille, ni téléphone, seulement une carte d'accès sans aucun marquage et un petit carnet contenant ce qui semble être des coordonnées. « Vous allez devoir nous accompagner, madame. » Elle ne résiste pas lorsqu'il lui passe les menottes. Pas de protestation, pas d'explication, juste une obéissance silencieuse qui déstabilise plus que s'il y avait eu de la panique. Alors qu'il l'escorte vers la voiture de patrouille, Samuel remarque un détail frappant. Ses yeux scrutent sans cesse la lisière des bois, la route, les collines à l'horizon, comme si elle calculait quelque chose que personne d'autre ne peut comprendre. Le bureau du shérif de Port Gordon est petit. 3 cellules, une salle de prise d'empreintes, quelques bureaux pour le shérif et ses 2 détectives. La femme reste silencieuse tout au long du processus d'identification, coopérant pour les empreintes digitales, mais ne donnant aucune information. « Non ?» demande l'officier chargé de l'enregistrement. Silence. Adresse ? Rien. Vous comprenez que refuser de vous identifier est un crime, n'est-ce pas ? Elle le regarde avec des yeux calmes, mais ne dit pas un mot. Le détective principal, Richard Coleman, prend la relève. Il essaie d'établir un dialogue amical, glisse des menaces voilées sur de possibles accusations fédérales, promet des avantages en cas de coopération. À chacune de ces tentatives, elle répond par un silence poli et imperturbable. « On a vraiment une femme mystère, » plaisante un adjoint. « Peut-être une espionne russe. » Les autres rient, sauf le détective Coleman, de plus en plus intrigué. Lorsqu'elle était laissée seule dans sa cellule,
Elle change subtilement de comportement. Elle analyse la pièce avec une précision méthodique, note mentalement les angles morts des caméras, le rythme des passages des gardes. Par la fenêtre de sa cellule, elle observe attentivement le bâtiment, repère les issues de secours et les protocoles de sécurité. Les empreintes n'ont rien donné, informe Coleman au shérif. Rien dans les bases locales ou nationales. Essayez le fédéral, propose le shérif. Le système est en panne pour le moment, on retentera demain. Un jeune officier apporte un verre d'eau. Quand elle le prend, sa manche remonte légèrement, révélant une cicatrice fine sur son poignet, la marque caractéristique des entraînements impliquant des descentes en corde depuis des hélicoptères. Jolie cicatrice, commente l'officier. Accident d'escalade, répond-elle. Ce sont ses premiers mots depuis des heures. L'avocat commis d'office arrive en fin d'après-midi, stressé et pressé. Vous rendez ça beaucoup plus compliqué que nécessaire, dit-il après avoir tenté, en vain, de lui arracher des informations. Ils envisagent de vous accuser de terrorisme. Votre arme n'est enregistrée nulle part. Le lendemain, la salle d'audience du tribunal historique de Port Gordon, construite en 1887, est pleine à craquer. Journalistes, curieux et étrangement plusieurs hommes en costume sombre, éparpillés dans la salle. La juge Marianne Doyle, visiblement irritée, lit le dossier. À la table de la défense, la femme reste silencieuse à côté de son avocat. « Votre honneur, je demande un report, » déclare l'avocat. « Ma cliente est non coopérative. Je n'ai pas pu préparer sa défense. » Un homme en costume se lève depuis le fond de la salle. « Madame la juge, je suis l'agent spécial Harrison du département de la sécurité intérieure. Nous demandons le transfert immédiat de la prévenue en détention fédérale pour investigation sur de potentielles menaces à la sécurité nationale. » Un autre homme en costume intervient. Le FBI revendique la compétence Madame la juge. Cette affaire est liée à une enquête en cours. La juge frappe son marteau. Cela suffit. Ceci est encore ma salle d'audience. Nous procéderons à la lecture des charges, puis nous discuterons de la compétence. Le greffier énonce possession d'armes non enregistrées, refus d'identification à un agent des forces de l'ordre, suspicion d'activité terroriste. L'accusé garde une attitude imperturbable, son regard fixé droit devant elle, posture impeccable. Le détective Coleman, assis au premier rang, l'observe avec une curiosité croissante. Rien en elle ne correspond à un profil de terroriste, de criminel ou de déséquilibré. Comment plaide la prévenue ? Demande la juge. Avant que l'avocat ne puisse répondre, les lourdes portes en bois du fond de la salle s'ouvrent brusquement. Chaque tête se tourne lorsque les lourdes portes s'ouvrent et qu'un amiral de la Navy en uniforme d'apparat entre dans la salle. Ses médailles brillent sous les néons et 2 officiers l'escortent. Un silence presque religieux s'installe. Les vétérans présents dans la salle se lèvent d'instinct, au garde à vous. Même la juge Doyle redresse son dos et se fige. L'amiral avance au milieu de la salle sans un mot. Il tend un document scellé au greffier, qui le transmet à la juge. Lorsqu'elle brise le sceau et commence à lire, son expression passe de l'irritation à la surprise, puis à une compréhension grave. Après un long moment de silence, elle relève la tête et déclare « En vertu de ce document du département de la Défense, toutes les charges contre la prévenue sont levées, immédiatement. Cette affaire est désormais classée secret défense. L'audience est levée. » Elle abat son marteau avec force. La salle se remplit de murmures confus. L'amiral s'approche de la femme et le greffier s'empresse de retirer ses menottes. Pour la première fois, elle parle d'une voix calme et posée. « Monsieur, je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée. » La réponse de l'amiral glace la salle. « Au contraire, commandante, c'est la Navy qui vous présente ses excuses. » Au mot « commandante », tous les militaires présents, y compris 2 agents de sécurité,
et plusieurs anciens combattants se redressent et se mettent au garde à vous, le respect se lisant sur leur visage. Le détective Coleman comprend enfin ce qui le perturbait. Elle ne cherchait pas à cacher une faute, mais à dissimuler une compétence hors norme. À l'extérieur du tribunal, une foule de journalistes tentent d'obtenir des informations. La femme, désormais habillée en civil grâce aux vêtements apportés par les officiers de la Navy, se tient près de l'amiral, à côté d'un SUV noir du gouvernement. Le shérif Anderson s'avance, partagé entre confusion et respect. « Amiral, avec tout le respect que je vous dois, mon service mérite une explication. Nous avons traité cette situation comme une potentielle menace terroriste. »« Je comprends vos préoccupations, » répond l'amiral. « La commandante Rivers est l'une de nos opératrices spéciales les plus décorées. Les détails de sa mission sont classifiés, mais je peux vous assurer qu'elle ne représente aucune menace pour votre communauté. Au contraire. » Le détective Coleman s'avance, gêné. « Commandante, je vous dois des excuses. » Elle le regarde droit dans les yeux, sans se cacher. « Aucune excuse n'est nécessaire, détective. Vous faisiez votre travail. » Un vieil homme portant une casquette de vétéran de la guerre du Golfe s'approche, hésitant. « Madame, j'étais infirmier de combat dans les Marines. J'ai passé toute l'audience à vous observer. J'ai reconnu la façon dont vous vous tenez. Merci pour votre service, quoi qu'il soit. » Elle lui serre la main fermement. « Merci pour le vôtre. » L'amiral consulte sa montre. « Commandante Rivers, nous devons partir. L'opération Deep Tide attend votre rapport à Washington. » Le shérif écarquille les yeux. « Deep Tide ? Le nom de l'opération qui a empêché l'attentat au port l'an dernier ?» L'amiral reste évasif. La commandante a servi cette nation de manière exemplaire pendant plus de 12 ans. La plupart de ses actions resteront inconnues du public. Un reporter tente une dernière question. « Commandante, souhaitez-vous faire une déclaration ?»« Aucun commentaire, répond-elle fermement. Et je vous demande de respecter ma vie privée. » Alors qu'il se dirige vers le véhicule, un phénomène inattendu se produit. Les officiers de police, y compris ceux qui l'avaient arrêté, se placent en ligne, formant spontanément un couloir d'honneur. Les militaires saluent au passage. Le détective Coleman comprend enfin. Elle n'essayait pas de cacher une culpabilité, mais sa propre excellence. Le soleil se couche, projetant de longues ombres sur le stand de tir désormais vide. Samuel Fletcher termine son inspection des lignes avant la fermeture lorsqu'un véhicule gouvernemental s'arrête. La commandante Rivers en descend. Elle avance, son attitude légèrement différente. Libérée du besoin de paraître ordinaire, elle se déplace avec l'aisance fluide d'une athlète de haut niveau. « Je suis venue récupérer mon équipement, » explique-t-elle. Samuel hoche la tête. « Le shérif l'a renvoyé ici cet après-midi. Livraison spéciale. » Il récupère une mallette sécurisée dans son bureau. Tandis qu'elle en vérifie le contenu, Samuel brise le silence. « J'ai servi 20 ans dans la Navy, dans les sous-marins. Rien de spectaculaire comme ce que vous faites, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de spécial chez vous. » Elle sourit légèrement. « La plupart des gens voient ce qu'ils veulent bien voir. » Elle sort la carabine, l'assemble avec soin et s'installe à la dernière ligne. Sans lunettes, elle vise une cible à peine visible dans la lumière déclinante, un tir jugé impossible par la plupart. Le coup part, discret. À travers ses jumelles, Samuel confirme un impact parfait en plein centre. Elle démonte son arme et la range. « J'apprécie votre discrétion, Samuel. Vous auriez pu intervenir avant que la police n'arrive. »« Ce n'était pas à moi de le faire, » répond-il. « Mais j'ai appelé un ancien camarade au Pentagone quand ils vous ont emmené. » Elle s'interrompt un instant, comprenant. « Merci. Vous reviendrez ?» demande-t-il alors qu'elle regagne sa voiture. La commandante Rivers regarde vers le port, où des navires militaires opèrent loin des regards. Certains d'entre nous sont toujours dans les parages. Vous ne nous voyez simplement pas.
Tandis qu'elle s'éloigne, Samuel se fige et la salue, main sur la tempe, jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent dans la nuit. 2 semaines plus tard, le détective Coleman est assis à son bureau, triant des dossiers, lorsque son téléphone sonne. « Détective Coleman, répond-il. « Détective, ici l'amiral Spencer. Nous nous sommes croisés brièvement lors de l'incident avec la commandante Rivers. » Coleman se redresse d'un coup. « Oui, monsieur, que puis-je faire pour vous ? » « Je vous appelle pour vous inviter. La commandante Rivers recevra une distinction demain à la base navale de Norfolk. Étant donné votre rôle dans cette affaire, elle a estimé que vous pourriez vouloir assister à la cérémonie. » Coleman est pris de court. « Ce serait un honneur, monsieur, mais je suis surpris. Je l'ai arrêté. » Parfois, ceux qui nous challengent le plus sont ceux qui nous enseignent les leçons les plus précieuses, répond l'amiral. La cérémonie est classifiée, mais nous pouvons organiser votre autorisation. Le lendemain matin, Coleman roule jusqu'à Norfolk, franchissant plusieurs points de contrôle avant d'être escorté dans un petit auditorium. Une 50aine de personnes seulement sont présentes, principalement des officiers de haut rang et des civils portant la posture caractéristique des militaires. Coleman s'installe au dernier rang. La cérémonie commence sans fanfare, sans presse, sans photographe. L'amiral Spencer s'avance au podium. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous honorons la commandante Olivia Rivers pour un service exceptionnel lors de l'opération Deep Tide. Pour des raisons de sécurité, je ne peux dire que ceci. La commandante Rivers a passé 11 mois sous couverture, identifiant et neutralisant une menace critique pour notre sécurité nationale. » Coleman observe la commandante Rivers alors qu'elle s'avance en uniforme complet, couverte de décorations. Elle ne ressemble en rien à la femme discrète qu'il a arrêtée quelques semaines plus tôt. L'amiral poursuit. Après avoir terminé première de sa promotion à Coronado, la commandante Rivers a été l'une des premières femmes à intégrer l'unité de développement des forces spéciales navales, bien que ce détail reste classifié. Coleman se penche, commençant à réaliser l'ampleur de ce qu'il a vécu. Pendant l'opération Deep Tide, la commandante Rivers a neutralisé 16 menaces confirmées tout en maintenant sa couverture. Ces actions ont directement empêché un attentat coordonné sur 3 ports de la côte Est, qui aurait pu causer des milliers de morts. L'amiral fixe la commandante. Quand sa couverture a été compromise, elle a préservé la sécurité opérationnelle malgré le risque pour sa personne, même lorsque cela l'a menée à être arrêtée par les autorités locales. Coleman ressent un pincement de honte, mais il voit la commandante hocher la tête en le regardant, sans trace de rancune. Après la cérémonie, il s'approche prudemment. « Commandante Rivers, félicitations pour votre distinction. »« Merci d'être venue, détective, » répond-elle en lui tendant la main. « Je tiens encore à m'excuser pour ce qui s'est passé. »« Aucune excuse nécessaire, » dit-elle doucement. « Vous avez fait exactement ce que vous deviez faire avec les informations dont vous disposiez. En fait, votre rigueur était impressionnante. Beaucoup se seraient contentés d'un simple avertissement pour non-respect des règles du stand. » Coleman se tortille, mal à l'aise. « Puis-je vous demander pourquoi ne pas vous être identifié ? Vous auriez pu nous le dire discrètement. » La commandante jette un coup d'œil autour d'elle, puis l'emmène dans un coin plus isolé. L'opération n'était pas terminée. Mon identité devait rester intacte, même sous pression. Les individus que nous surveillions avaient des contacts jusque dans certains services locaux. Si l'information avait fuité, 11 mois de travail auraient été ruinés. Donc, vous avez laissé faire l'arrestation ? Parfois, pour protéger une mission, il faut aller au bout, même quand c'est inconfortable, explique-t-elle avec un léger sourire. Et je savais que l'amiral interviendrait avant que cela ne tourne mal. Un officier les interrompt, rappelant la commandante à ses obligations. « Ce fut un plaisir de vous revoir, détective, » dit-elle avant de s'éloigner. L'amiral Spencer apparaît alors aux côtés de Coleman. « Impressionnante, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, monsieur, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. »« Peu de gens ont cette chance, » répond l'amiral.
Il marque une pause. Vous savez, détective, nous cherchons toujours des personnes avec votre sens du détail et votre persévérance. Si jamais vous envisagez un changement de carrière, appelez mon bureau. 6 mois plus tard, Coleman se tient sur le pont d'un navire militaire, observant la côte du Maine disparaître à l'horizon. Après 13 ans au sein du département de police de Port Gordon, il a rejoint le service d'enquête criminelle de la marine. Sa première mission, servir de liaison entre les forces de l'ordre locales et les opérations spéciales navales sur toute la côte Est. Son téléphone vibre, un SMS provenant d'un numéro inconnu. Certains d'entre nous sont toujours dans les parages. Bienvenue à bord. Coleman sourit en reconnaissant les mots de la commandante Rivers. Il sait qu'il ne la reverra probablement jamais. Les gens comme elle opèrent dans l'ombre, leur succès restant invisible, leur sacrifice inconnu du public. Désormais, il fait partie de ceux qui les soutiennent, qui s'assurent que leur travail reste possible et efficace. Il aidera à mettre en place des protocoles pour protéger à la fois les opérations sensibles et les policiers qui, comme lui, se retrouvent parfois pris dans ces zones grises où le civil et le militaire se croisent. Le capitaine s'approche. Agent Coleman, nous avons reçu des rapports d'activités suspectes dans un stand de tir privé près de notre prochain port. Vous devriez prendre les choses en main. Oui, monsieur, répond-il en consultant le rapport préliminaire. Un détail le fait sourire. Une femme à l'allure banale, touchant des cibles à des distances impossibles. Certaines choses ne changent jamais. Les mois passent, et Coleman s'installe dans son nouveau rôle au NCIS. Il développe des procédures pour identifier plus rapidement les opérateurs sous couverture lors de contrôles de police. Son expérience avec la commandante Rivers devient un cas d'école utilisé pour la formation de services de police le long de la côte Est. Puis, un soir d'orage, alors qu'il travaille tard, quelqu'un frappe à sa porte. En civil, vêtue comme une femme ordinaire, se tient la commandante Rivers. « Détective », dit-elle en le saluant. « C'est agent maintenant », corrige-t-il en l'invitant à entrer. « Je ne m'attendais pas à vous revoir. »« Les plans changent », répond-elle en prenant place. « J'ai entendu parler de vos nouveaux protocoles. Ils attirent l'attention. C'est pour cela que je suis ici. Nous avons besoin de votre expertise pour une opération à venir. » Coleman la fixe, intrigué. De quel genre d'opération s'agit-il? Du genre qui a besoin de quelqu'un qui comprend les deux mondes, celui des forces de l'ordre et celui des opérations spéciales. Quelqu'un capable de naviguer dans les zones d'ombre où ils se recoupent. « C'est officiel ?» demande-t-il. « Très officiel », dit-elle en posant un dossier classifié sur son bureau.